une production du Studio SF. What's up tout le monde? Bienvenue au podcast de Dans l'Enclave. Cette semaine, on a reçu Jacob Hamel, entraîneur, préparateur physique, spécialiste de l'hypertrophie. Fait qu'on a parlé dans le podcast d'hypertrophie, d'entraînement, de mindset. Ouais, on a parlé des techniques d'entraînement à utiliser pendant la saison. Bref, vraiment un podcast axé sur l'entraînement. Et sans plus tarder, on vous laisse écouter ça, le podcast avec Jacob Hamel. Jacob Hamel, merci d'avoir accepté notre invitation, même si le hockey, c'est pas quelque chose que tu connais super bien, mais l'hypertrophie, ça, tu connais ça en masse. Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Si tu veux, avant, parler un peu de ton parcours, même sportif, au niveau football, ce qui fait que tu es rendu Jacob Hamel aujourd'hui un peu. Alright, ben merci de votre invitation, c'est cool. C'est ça, le hockey, c'est pas mes connaissances, mais l'entraînement, je suis pas payé là-dedans. Fait que c'est ça, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 17 ans. Puis c'est venu justement à cause du football. Fait que je m'entraînais au football, je pesais 135 livres dans ce temps-là, 17 ans. Je mesure 6 pieds, fait que je me faisais dominer physiquement, fait que c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner. Puis premièrement, je m'entraînais pour le foot, puis après ça, j'ai commencé à gagner de la masse, puis là, j'étais un peu plus dominant sur le terrain, mais là, rendu au cégep, je me faisais encore dominer. Fait que là, ça a comme mis ça de côté, j'ai eu des blessures aussi. J'ai commencé à vraiment m'intéresser plus à l'entraînement. J'ai commencé à coacher du monde aussi dans le petit gym du village qu'on était. J'ai commencé à travailler là aussi part-time là, pour payer mon abonnement et tout. Fait que c'est de même que j'ai commencé. Puis là, le monde aimait ça, ce que je faisais avec eux autres. Puis je voyais que ça avait un impact positif pour le monde. Mais tu sais, on remonte de ça... tu sais, là, j'ai 29, là. Fait que ça fait comme 12 ans de ça. Fait que c'était pas mal moins en mode, tu sais, comme être entraîneur. Tu sais, moi, ce que je connaissais, c'était comme Fred Maillet qui avait un magasin de suppléments puis qui faisait ça. Tu sais, c'est comme tout le monde faisait ça comme part-time ou avait d'autres choses avec ça. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai eu un paquet d'autres trucs que j'ai fait au niveau de travail. Mais j'ai tout le temps travaillé au gym quand même part-time. Puis à un moment donné, j'ai eu une offre de travailler dans un gym full-time. Puis là, j'ai commencé à me former beaucoup. J'ai commencé à me rendre compte que je savais pas ce que je parlais. Fait que là, C'est toujours le même, hein? c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à me former. Puis dans le fond, tu sais, j'ai été pas mal partout pour me former. J'étais à Chicago, aux États-Unis, partout. Puis c'est ça, j'ai totalisé comme une cinquantaine de formations à travers les années. J'ai ouvert un gym en 2013, j'ai vendu mes parts en 2015. Puis dans le fond, ma compagnie Quantum Training depuis 2015. C'est ça. Tu ouvres un autre gym. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je reçois mes machines la semaine prochaine. Là. Fait que c'est ça. Fait que le nouveau centre qui ouvre à Saint-Jérôme. Nice. C'est ça. Fait que là, ça s'en vient pour ça. Puis ça, depuis 2015, Quantum Training, on spécialise en prise de masse. Puis à travers ça, je fais des compétitions de bodybuilding aussi. Pour te donner une idée, j'ai commencé à 135 livres. Puis le plus haut j'ai monté, c'est 250. Là. Fait que pas pay gap à travers les années. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, dans le fond, nous autres, ce qu'on enseigne avec Quantum Training avec nos clients, puis aussi, j'ai une école de formation qui s'appelle Éducation Quantum. C'est vraiment, tu sais, moi, tout ce que j'ai appris au niveau pratique, puis au niveau théorique à travers les années. Puis c'est ça qu'on enseigne au monde. Là. Fait que, parlant d'hypertrophie, au niveau sport, on sait que c'est quand même assez important en tant qu'entraîneur. C'est pas tout le temps le cas chez, exemple, des parents joueurs de hockey ou des parents de n'importe quel autre sport. Des fois, ça peut être pas sujet tabou, mais gain de masse musculaire, ça peut être mal perçu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu vite fait pourquoi c'est important? C'est sûr qu'il faut toujours regarder la nature du sport. T'sais. Ça veut dire qu'exemple, que tu joues au golf, la prise de masse est pas mal moins important que si tu joues un D-line au football, par exemple. On comprend. Mais par contre, il faut comprendre aussi que plus tu as de masse musculaire, plus tu as de potentiel de créer de la force. Puis on sait que la force, c'est la mère de toutes les qualités athlétiques. Si t'es fort, tu peux être vite. Si t'es fort, tu peux être explosif. Tu peux devenir massif si t'es fort. Fait que, puis la force, c'est vraiment important. Fait que, c'est sûr que ton potentiel de créer de force, si tu pèses 130 livres ou 150, à 150, tu as plus de potentiel de créer de force. Si c'est de la masse musculaire, bien entendu. Fait que c'est vraiment important. Le hockey, c'est sûr que dans les dernières années, ça a changé beaucoup. C'est beaucoup plus rendu un sport de vitesse que de robustesse. Ouais. Ça reste que l'hypertrophie, c'est important. La prise de masse, c'est important d'avoir une bonne masse musculaire parce que ça va limiter tes blessures aussi. Donc si... puis on s'entend que la majorité du monde, leur carrière se termine à cause des blessures. C'est souvent ça.
Donc, ça va limiter, premièrement, tes blessures que tu vas avoir, ça, c'est sûr. Surtout, au début du hors-saison, ça devrait vraiment être de réparer les bobos puis de bâtir de la masse musculaire. Puis aussi, tu vas avoir un meilleur potentiel de gagner de force. Fait que si tu es plus fort, tu vas être plus rapide. Donc, c'est vraiment là que c'est important d'avoir un mix de tout parce que, on sait que si tu es un athlète qui a juste une grosse force puis plein de faiblesses, ben tu vas être limité à un moment donné. Tu as besoin vraiment d'avoir un overall puis d'être bon dans chaque sphère. Là. Puis l'hypertrophie, ça fait partie d'une sphère. Puis tu peux-tu juste... Comme, ce qui fait que, mettons, le joueur serait pas... Mettons, il gagne la masse musculaire, mais ça se transfère pas. C'est parce qu'il a mal fait, mettons... La préparation, après. la périodisation. Ouais, c'est ça. C'est que c'est sûr que si tu mets l'emphase juste à gagner de la masse tout le temps, ben tu le transfères pas en force puis tu le transfères pas en vitesse, ben tu vas être massif, mais pas très vite, pas très explosif, parce que ça dépend toujours de la façon que tu t'entraînes. Si tu t'entraînes lent, ben, tu vas devenir lent un peu. Mais ça change rapidement, mais tu vas être lent. Fait que même, il y a des recherches sur les excentriques lents, fait que les descentes, dans le fond, la descente de ton mouvement, quand c'est lent, mais ça va ralentir ton mouvement jusqu'à 6 à 8 semaines. Il faut pas que tu le fasses trop proche de ta saison. C'est pour ça que les excentriques plus lents, accentués 8 à 10 secondes, on va les faire un petit peu plus tôt dans la saison ou plus proche de la saison, mais moins de volume pour ces lifts-là. Fait que c'est sûr que si tu bâtis la masse, tu veux bâtir la masse musculaire, ben, ça se peut que tu deviennes un peu plus lent. Mais ça se transfère. Il faut juste que, justement, tu aies un préparateur physique qui t'aide à, justement, transférer ça. On sait que aussi les joueurs de hockey, souvent, bon, la saison, ça va commencer, exemple, NHL, ça commence octobre, ça finit juin, exemple, s'ils font jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. La préparation physique, alors ça, juste l'été, il n'y a pas grand mois, pas grande semaine pour se préparer en entraînement. Il faut qu'ils prennent un mois de congé environ pour guérir les blessures avant de commencer vraiment l'entraînement plus intense. Fait que ce qui amène à pas grand temps pour aller chercher un gain de masse musculaire, un gain de force, avant déjà de commencer la préparation plus spécifique, gain de vitesse, accélération, puissance, exemple. Est-ce que tu as des méthodes que tu utilises pour aller chercher un gain de masse musculaire assez rapide? Exemple, mettons, tu as juste 2 semaines ou 3 semaines avec un athlète, un joueur de hockey, souvent c'est ça qu'on a. Qu'est-ce que tu ferais? Parce que la méthode, c'est toi qui m'as appris la méthode Bazooka de ne pas faire ça. Est-ce que dans ce cas-là, tu utiliserais peut-être plus de techniques vu que le temps est pas nécessairement, mais l'affaire qu'il faut regarder, c'est dans l'ensemble. C'est pas parce que tu fais de la force que tu fais pas de l'hypertrophie plus tard. Dans ton workout peut être 80% de force, puis après c'est de l'hypertrophie. Fait que, au niveau des méthodes, moi je regarde tout le temps qu'est-ce que le client ou l'athlète n'a pas fait dans le passé. T'sais. Pourquoi faire justement une méthode de bazooka? Ça veut dire tout mettre les techniques que tu connais, les drop sets, supersets, toutes ces affaires-là dans le même workout. S'il va progresser avec moins de techniques. T'sais. Fait que s'il faut regarder, ça a été quoi dans le fond? Parce que le hors-saison, si possible, c'est bon de faire un peu d'entraînement d'hypertrophie pour maintenir la masse musculaire pendant la saison. Puis aussi, une erreur qui arrive, c'est que quand les gars ils partent en saison, mais c'est que la nourriture, ben, c'est plus dur, puis ils se laissent aller de ce côté-là. Puis on sait que t'as beau t'entraîner aussi fort que tu peux, ben si tu te récupères pas puis tu manges pas bien, ben tu vas être limité dans tes gains, surtout des gains en hypertrophie. C'est la dernière chose que ton corps veut faire, c'est gagner de la masse. T'sais. Fait que y a pas de méthode en général, mais c'est de regarder ton client, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il va faire aussi. Parce que c'est sûr qu'il y a des méthodes plus qu'on va augmenter le volume, comme des drop sets, des supersets, des giant sets, des affaires en même. Ça serait une bonne place pour mettre ça en début de ton hors-saison. Parce que first, justement, il revient de peut-être un mois justement de récupération. Oui, OK, le volume, ça peut être un peu un gros coup dès le début, mais par contre, tu n'as pas tout l'impact qui va être au niveau des tendons puis neurologiques si tu commences avec de la force. Fait que de commencer avec l'hypertrophie, mais après ça, d'en garder toujours à travers ton workout. Peut-être juste pas la dernière phase, mettons, tu fais de la plio ou whatever, plus de vitesse. Mais tu sais, le reste du temps, d'avoir un aspect qui est maintient la masse musculaire ou gagne la masse musculaire. Puis tu vois, il y a des gars comme, je me souviens, Jeff Gaudreau, il avait préparé Lars Eller, puis il avait gagné comme 20 livres de masse meg en un hors-saison. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il avait mangé. T'sais, fait que ça, c'est la grosse clé, parce que tu peux bâtir de la masse musculaire en faisant de la force. Là, on sait avec les études que tu peux gagner de la masse en faisant 3 reps jusqu'à 50 reps. Fait que le range est large. C'est ça, exact. Puis c'est toujours qu'est-ce que le client n'est pas habitué de faire, puis qu'est-ce qui répond le mieux. Fait que, puis c'est ça. Fait que si on s'entend que le hockey, c'est quelque chose qui est plus dans le côté endurance du spectrum. Fait que c'est sûr que tu fais de la force avec, ça se peut qu'il gagne la masse pas mal. Là, fait que,
good. C'est toi qui m'en parlais dans le char tantôt, Kotkaniemi. Ouais, exact. C'est une Quoi, question 17 du livres? public déjà, man. C'est hot. Je Ouais, il a sais. pris 17 livres en 1 an. Puis là, ils sont en pré-saison, puis il trouve, déjà le monde dit, il est plus lent. Mais c'est clairement comme il a fait de quoi de pas correct. Parce que, puis même 17 livres en 1 an, ça peut être 17 livres de masse musculaire pur et dur. Ben, c'est ça. C'est à voir, tu sais. Ouais, c'est ça ça. se peut qu'il ait pris un peu de gras aussi à travers Ouais. tout ça, tu sais. Puis le gras, ben, t'en prends, mais ça l'aide Ça, pas ça vraiment. prend tu rien, sais, ça se là. transfère pas. C'est ça, c'est ça. Fait que ça se peut que ce soit au niveau de son entraînement. Ça se peut-tu qu'il aurait été lent pareil, qu'il aurait ralenti un petit peu dû à... Tu sais, aussi, faut... le monde il oublie... Tu sais, c'est beau l'entraînement et la nutrition, mais il y a tout ton mode de vie autour. Là, tu sais. Y a-tu perdu quelqu'un dans sa famille? Y a-tu de quoi mentalement qui va moins bien là? Tu sais, il y a tout cet aspect-là aussi que là, tu sais, c'est un peu genre... Ah, il est plus lent. Ah, c'est parce qu'il a gagné de la masse. Tu sais. Ça se peut, tu sais, mais il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération. Tu sais. Mais oui, ça se peut qu'il ait juste fait de l'entraînement plus en haut volume, puis de la pompe, puis de quoi, tu sais, de vraiment plus prise de masse, puis qu'il n'a pas transféré ça. C'est ça. Fait que là, Parce qu'il avait dit gagne la masse pendant l'été. Mais il y a 18 ans, ça peut, tu sais, il n'a pas fini, mettons, sa croissance. C'est sûr que Matt Boulay pourrait plus en parler là, du développement des enfants, mais tu sais, Mais c'est que ça se peut. C'est toutes des suppositions. Là, tu sais, là. Fait que, parce que c'est pas le premier qui gagne 17 livres en 1 an. Mais Il y en a des fois que ça va bien. Là, tu sais, C'est comme pas. C'est comme dire, admettons, il y a un accident sur le bord du chemin, puis il y a une police, mais c'est la police qui cause l'accident. Là. Ah ouais. Tu sais, c'est cause à effet, c'est Ouais. peut-être pas direct. Là. Ouais. Peut-être, mais peut-être. Mais peut-être pas. Je Par- comprends. Parlant enfant, moi, présentement, je travaille avec des joueurs de hockey 12 ans, 13 ans. C'est sûr que là, sachant comment les approcher, je travaille plus sur les techniques, ainsi de suite, que, exemple, gagner en masse musculaire, vite, puis let's go. Souvent, les parents me posent des questions ou écrivent, peu importe, dans les commentaires d'entraîneurs, peu importe, que c'est pas bon, ça peut nuire à la croissance, que... Fait que, tu sais, ils sont comme un peu perdus là-dedans, les espèces de mythes là, avec l'entraînement fait perdre la croissance, diminue, ainsi de suite. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus davantage? Ouais, ben je pense que c'est. Il y a peut-être eu des études là-dessus, v'là longtemps, mais les nouvelles études ont conclu que la seule affaire, c'est que quand un enfant se développe, des fois, il y a un ado qui peut gagner 6 pouces dans un été. Là. Fait que lui, son squat du début de l'été, il s'adapte à toutes les fois qu'il en fait. Fait que là, il peut avoir comme le risque de blessure est peut-être un peu plus élevé parce que sa mécanique d'exercice doit toujours changer. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu plus attention avec ça. Mais au niveau de la croissance, il n'y a rien. Dans le fond, il n'y a rien qui prouve que de gagner de la masse musculaire, ça l'empêche la croissance. Je pense que c'est un peu encore là une cause à effet qu'il y a eu à travers les années qu'il y a beaucoup de gars qui sont petits, qui sont massifs. Parce que first, c'est plus facile, admettons, pas facile, mais au look, tu prends 10 livres si tu mesures 5 pieds ou tu prends 10 livres si tu mesures 6 pieds, le look est différent. Right? Ouais. Et fait qu'il y a beaucoup de gars qui ont commencé à s'entraîner jeunes qui sont petits. Fait que là, je pense qu'il y a peut-être une corrélation que les gens ont faite que, OK, quand tu t'entraînes, tu restes petit, genre, quand tu commences à t'entraîner jeune. Mais je pense que c'est peut-être des fois un peu psychologique que ceux qui sont plus petits, plus chétifs, si on veut, ben ils vont commencer à s'entraîner plus jeunes parce qu'ils n'ont pas la grandeur puis ils n'ont pas encore eux. Fait que là, avec l'adolescence, avec la pression sociale, ça se peut qu'ils aient commencé à s'entraîner à 13 ans. Tandis que la majorité du monde, c'est un peu plus long. Mais je pense que c'est juste une question de vraies connaissances. Il n'y a pas d'études qui prouvent ça, même au contraire, que ça peut aider au développement. C'est sûr que c'est dans le style d'entraînement aussi que tu fais. Là. Si tu fais l'entraînement, il faut toujours que tu sois capable de ramper avant de marcher, avant de courir. Fait que c'est la même fois que c'est plate. Des fois, tu vois des vidéos, vous autres dans le hockey, ça doit être assez intense. Des vidéos, ils font des squats sur un bossu à 12 ans, puis des niaiseries. Ça, c'est problématique. C'est pas faire genre une fente avec des dumbbells puis des dumbbell press. L'humain est fait pour bouger. Là, si on remonte dans le temps, là, un dumbbell press, c'est un push-up quand tu tombes à terre. Puis, les enfants ils bougeaient pas mal plus avant, puis ils forçaient pas mal plus. Ça travaillait ses terres, là, 50, 60 ans, 100 ans. Là. Mais ils s'entraînaient. Puis, ils n'étaient pas plus petits pour autant. Là, puis, comment je voulais amener ça? Aïe, je me rappelle plus pantoute. C'était au niveau des enfants, encore une fois. Niveau biomécanique, souvent, je vais voir des vidéos. Je nommerai pas de camp, peu importe, de hockey. Ils vont faire le off-ice, c'est
let's go des squat jump, let's go des split squats, puis des jump lunge, puis whatever. Puis ils font beaucoup de plio, mais ils maîtrisent même pas un squat bodyweight, exemple. Toi qui donnes des formations biomécaniques quand même assez avancées sur l'hypertrophie, mais est-ce que ce serait plus mieux d'aller faire des exercices super, super basiques avec eux qu'aller chercher justement là, des jump squats puis des affaires qui sont même pas prêts encore à faire? Ouais, à partir de quel âge, mettons, tu dirais, OK, go, tu peux y aller? Faire de la plio? Non, faire, mettons, de l'entraînement. Mettons, les grosses bases. Tu sais, dès que le jeune, ça y tente, là, tu sais, je pense que c'est juste l'affaire, c'est qu'à la base, ça, mettons, il y a 12 ans, 13 ans, là, les enfants, tu fais pousser un sled, tu fais tirer un sled, tu fais faire de la rope, tu gages les ballons, des affaires dans le même. Tu sais, juste les faire bouger puis les faire développer leur système nerveux, c'est ça la base. Tu sais, il faut qu'un enfant, ça bouge, puis avec la société qu'on a là, les enfants, ça bouge plus, puis dans les écoles, puis tout ça, puis là, on a des cas de TDAH en hausse, en fou, mais dans le fond, c'est juste que tabarnouche, l'humain est fait pour bouger, on n'est pas fait pour être assis là, 8 heures par jour. Là, fait que c'est ça, mais la problématique, c'est la spécification trop rapide en Amérique du Nord. T'sais. Si tu regardes tout ce qui est Europe, surtout Europe de l'Est, la spécificité en entraînement se fait à partir de genre 14-15 ans. Fait que l'affaire, c'est que si tu... puis Matt Boulay pourra en parler de ça, là, mais si tu donnes un bâton de hockey à droite à un enfant... Il sait pas qu'il est droitier ou gaucher avant, je pense, comme 10 ans ou 12 ans. Genre. Ouais. Je me souviens plus des chiffres, là, mais c'est long avant que vraiment tu sois gaucher ou droitier. Tu sais. Fait que là, tu forces peut-être à aller d'un côté que le jeune n'est même pas cette dominance-là. Fait que, tu sais, la spécificité trop, ça devient problématique. Tu sais, en Europe, une des raisons pourquoi ils étaient dominants, puis je pense que les Chinois, c'est la même chose, qui sont vraiment dominants dans les sports, c'est parce qu'ils font tout. T'sais, ils font tous les sports, ils ne spécifient pas juste dans le hockey. Je pense que vous allez sûrement en parler à travers vos podcasts, mais je pense qu'au Québec, les parents forcent les enfants à faire qu'est-ce qu'eux, ils auraient donc aimé ça faire quand ils étaient jeunes. Fait que là, les kids se retrouvent à faire comme du hockey non-stop tout le temps. Ils viennent avec des mauvais patrons moteurs qui nuisent pour le hockey. Fait que, puis on veut pas aussi niveau osseux, ainsi de suite. C'est tout le temps les mêmes torsions, les mêmes tensions que tu reçois sur tes muscles, tes articulations, versus, exemple, tu joues au hockey, c'est tout le temps les mêmes mouvements que tu vas faire, contrairement à que tu joues au soccer ou au baseball. Là, tu vas aller chercher encore plus de gains sur tes os, tu deviens encore plus fort, veux pas, en pratiquant un autre sport. Fait que moins de chances de blessures. Souvent, tu sais, moi, j'allais dire dans mon temps, là, je suis pas tant vieux que ça, mais tu sais, quand j'étais plus jeune et que je jouais au hockey, c'était des camps de hockey été après été, puis c'était hockey. Puis tu sais, il n'y avait pas juste moi qui faisais ça. Toute mon équipe faisait ça. Tous les joueurs, mes amis, c'était tout le temps du hockey. Il était rare ceux qui allaient jouer au soccer ou qui allaient jouer à d'autres sports. C'était golf, qui est le même swing. C'est quasi le même swing qu'un shot. Mais pour revenir à la plio, encore là, c'est de spécifier trop vite, parce que si t'es pas de faire un squat ass to grass body weight, tu peux pas faire le plio. Là. Puis je me souviens plus c'est quel auteur qui parlait de la plio, là, mais il est venu avec des chiffres, des hauteurs que tu sautes, avec l'impact que ça a neural puis l'impact musculaire. Puis c'est pas long que tu as à ralentir comme 10 fois ton poids corporel là, quand tu sautes genre d'une marche de un pied. Là, fait que si t'es pas de contrôler en excentrique ton poids corporel sur une barre, oublie ça, faire un saut, là, fait que tout devient comme tout croche. Puis c'est drôle parce que Stéphane Cazot, il entraînait un gars qui jouait dans la NFL la dernière fois que j'y étais. Puis le gars était incapable de faire un deadlift, mais il était dans la NFL. Fait que c'est juste du pur talent, mais il n'y a aucune mécanique. Puis il faisait 56 000 affaires sur des ballons puis des affaires dans même. Pas capable de faire un deadlift. Et là, dans le fond, il a entraîné un été. Puis ça a été vite, là, sa progression, là, au niveau de... Mais il a eu sa meilleure saison tout de suite après. Là, fait que c'est ça, c'est un de mes amis, Philippe aussi, il a entraîné Vincent Lecavalier. Même affaire, dans l'été, il s'est entraîné avec. Je pense que c'était sa dernière saison, mais il a eu vraiment une bonne saison parce qu'il faisait des bases. Puis ils n'ont pas fait de plio là, à la fin. Là, c'était juste de la force pour piquer. Là. Des fois, tu mets. Moi, ce que je fais, c'est un peu de contraste à la fin. Là, fait que tu fais exemple du bench avec des clap push-ups, des trucs de même. Là, juste rentrer un petit peu. Puis après ça, dans le camp, t'en fais de la plio en masse. Fait que je pense que c'est encore là trop spécifié, trop rapidement. Parce que souvent, les parents, même eux, ils regardent mes vidéos sur Instagram ou ils regardent comment je travaille avec mes jeunes. Puis là, ils me demandent, ils me posent des questions. Ils me disent
« Ah, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi que c'est juste ça que tu fais? » Tu sais, ben, à la limite, pas que t'es pas bon, mais tu sais, eux autres là-bas, l'autre camp, ils font des sauts, puis juste les joueurs de la NHL, sur Instagram vont mettre des vidéos d'eux sur un bossu avec 47 balles dans leurs mains, puis là, ils font un squat en même temps, puis là, le jeune ou le parent ils veulent faire pareil. Man, Tyler Seguin dans la Ligue nationale vont faire ça. Mais non, t'es pas rendu là, puis même là, lui, il devrait peut-être même pas faire ça aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou même les coachs, c'est pas tous les coachs, mettons, qui sont compétents pour entraîner les joueurs de hockey. Puis là, eux autres aussi, ils voient des trucs sur Internet. Ah, OK, t'as besoin d'explosion sur la glace. Fais rentre dans le gym à 10 ans, explose-moi ça. Ouais, non, c'est pas ça. T'es pas rendu là pendant tout. Mais tu sais, encore, je pense, je sais pas si c'est le même dans le hockey, mais dans beaucoup de sports, c'est une question de contact. Tu sais, au niveau de. En tant que strength coach. Ouais. Fait que tu sais, c'est qui tu connais. Puis des fois, le gars, il se ramasse si tu entraînes une équipe de la Ligue nationale, mais il est pas tant bon, là. Tu sais, il n'y a pas tant de connaissances. Fait que c'est ça qui est plate, tu sais. Mais l'affaire aussi, c'est que tu peux pas regarder Sidney Crosby comment il s'entraîne, puis entraîner un jeune qui est pas rendu à ce point-là, tu sais. C'est ça fait qu'ils que, font souvent. c'est un peu comme dans le bodybuilding. Le monde regarde comment Arnold Schwarzenegger s'entraînait, puis ils sont comme, c'est ça la clé. Arnold Schwarzenegger, il faisait de l'haltéro, il faisait de la force avant, il fait du powerlifting, il fait plein d'affaires. Fait que regarde d'où ce qui est parti. Si tu veux répliquer la même chose, réplique. Mais tu sais, faut tout le temps regarder dans l'ensemble, pas le résultat final, ce que la personne a fait rendu après 15 ans de s'entraîner. C'est pas le même que tu vas progresser. L'importance de l'exécution du mouvement pour l'hypertrophie. Parce que l'autre fois, on a vu une vidéo de on va le nommer, de Keith Kincaid, le deuxième goaler du Canadien, cette année, qui faisait un squat. Tu sais, mettons même pas un corps de squat. C'est pas genre, il est rendu là dans sa préparation. Tu le vois que pour lui, c'est squatter. Le dos, il a envie de casser en deux. Il est dans la Ligue nationale. Comme à quel point l'importance. Pas rien que dans la Ligue nationale. C'est un goaler, il est supposé être mobile, il est supposé, tu sais. Puis le dos, il a envie de casser en deux, les deux jambes shake, les genoux rentrent quasiment par en dedans. Puis qu'est-ce que tu dis? C'est ça que tu donnes comme exemple aux jeunes. C'est ça. Parce que les jeunes, ils regardent ça, ces vidéos-là, tu sais. C'est le Canadien de Montréal qui met une vidéo, ça doit être bon, puis... Mais c'est ça, l'importance de l'exécution, d'exercice pour l'hypertrophie. Mais je pense que l'affaire aussi, c'est que, mettons, la Ligue nationale ou tous les sports de haut niveau, c'est une question d'élimination naturelle. Okay? Fait qu'il va y avoir le monde qui n'a pas de talent puis de talent brut qui vont tout le temps comme briser puis qui ne se rendra pas à ce point-là. Puis sûrement, ce gars-là, il a comme un talent de fou, une génétique de fou. Fait que c'est pas son entraînement qui fait qu'il est bon. Non, mais est-ce qu'il serait peut-être 20% plus meilleur si s'entraînait comme fou? Ben là, ce serait à voir. Il serait peut-être pas deuxième goaler, il serait peut-être le premier. C'est ça, d'être le plus optimal possible. C'est ça, exact. Fait que l'importance de l'exécution, en fait, c'est que la façon que tu vas faire ton mouvement va dicter l'impact que tu vas avoir musculaire. T'sais. Ça veut dire que si tu fais... on sait qu'on a des ranges un peu en hypertrophie. Si tu veux gagner de la masse, il va falloir que tu travailles entre 20 et 90 secondes que ton muscle travaille. C'est vraiment large, mais sous différents niveaux, on va travailler quelque part là-dedans. Ça veut dire que si tu fais, exemple... un squat de même, il fait 4 reps avec une amplitude de mouvement de 2 cm, ça dure comme toutes 4 secondes. Il va gagner un peu de force, mais ça va être rien qui va s'adapter et qui va pouvoir progresser. Fait que la première chose, c'est justement d'avoir un temps sous tension qui va être significatif sur le muscle visé, mais qui va être significatif dans le spectrum où ce qu'on veut le temps sous tension pour gagner de la masse musculaire. Après ça, justement, on parle de significatif, fait qu'il faut que ça soit mis à la bonne place. Ça veut dire, exemple, que pour le hockey, on sait que l'ischio-jambier, c'est un muscle qui est super important à entraîner parce qu'il y a souvent des claquages ou à la laine aussi, à la haine. C'est ça. Tout ce qui est au niveau de la chaîne postérieure, il y a beaucoup de blessures qui vont arriver. Au niveau des genoux aussi. Donc, puis ça, c'est dans tous les sports. Là. Fait que si tu fais des ischio-jambiers, mais tu les entraînes pas optimalement, ton risque de blessure va pas tant être moins là, parce que l'affaire, c'est que tu vas entraîner ton muscle à peut-être 40% de ce que tu es supposé de l'entraîner. Fait que si, exemple, que tu fais un mouvement puis que tu as une vitesse qui est plus grande, il y a aussi l'impact de l'inertie. Ça veut dire qu'exemple, que j'ai une balle de 10 livres dans mes mains, si je crée assez de force, elle va lever puis il n'y aura plus de force dans ma main. Right? Il n'y aura plus de tension qui va avoir été créée par ma main. Ça veut dire que si, exemple, tu fais un leg curl, on va donner un exemple qu'on voit souvent, le monde, ils vont exploser dans le bas du mouvement. C'est comme si je lance ma balle, il n'y a plus de tension musculaire, puis après ça, il la rattrape. Fait que l'exécution aussi peut avoir un lien avec la tension musculaire qui va être créée
dans le muscle. Fait que dans un exemple comme ça, ce qu'on voit souvent dans les gyms commerciaux, exemple, le monde font du curl, ben, ils vont te donner un swing, ils vont luncher la barre, il n'y a plus de tension quand ils montent, ils reprennent en descendant, puis comme un gros mouvement qui va se créer au niveau des autres muscles. Mais ce qui va avoir, c'est que la tension ne sera pas significative sur le muscle visé. T'sais. Fait que tu ne progresseras pas au niveau de ce muscle-là. T'sais, après ça, au niveau de l'exécution, ben, tu as aussi l'amplitude de mouvement. Si tu fais des corps de squat, tu vas garder ce que tu entraînes. Ça veut dire que si tu as une bonne mobilité au niveau de la cheville, au niveau de la hanche, tu es capable de faire un squat optimal, tu vas garder cette mobilité-là autant que tu l'entraînes. Ça veut dire que ça, c'est un autre truc qui peut arriver, que si tu t'entraînes toujours en demi-mouvement, ben, tu peux augmenter ton risque de blessure et créer des tensions musculaires, des surcharges à certains points dans le muscle. T'sais. Après ça, un autre point que je voulais parler. Oui, une autre chose aussi, c'est qu'exemple, tu fais un demi-squat tout le temps, OK? Fait que tu renforces beaucoup cette portion-là. Dans ta game, exemple, que la puck est dans un coin, puis je sais pas, c'est dur d'expliquer ça en audio, là, mais tu plonges vers l'avant, puis tu te ramasses dans une position où ce que ton genou est dans une flexion, admettons, à passer ton 90 degrés de ton squat. Que tu n'as jamais été. Là. Que tu n'as jamais été. Fait que la différence entre toi qui va être capable de sortir de générer de la force pour sortir de cette position-là, pour aller rechercher la puck, ou soit que tu pognes ou tu t'écrases à terre parce que tu n'as pas assez de force, et là, la différence. T'as-tu fait des squats jusqu'en bas complètement, puis maîtriser, puis renforcer cette portion-là, tu sais. Fait que parce que dans le fond, dans tes sports, tu vas aller jouer dans toutes tes amplitudes presque. Pas tout le temps, mais au foot, on le voit encore plus. Le gars, il arrive, mettons, à la ligne de touchdown, puis il commence à planter vers l'avant. Puis la différence entre qu'il est en pleine flexion en bas, comme s'il était en bas d'un squat, il ressort puis il va porter le ballon sur la ligne, ou il écrase là. C'est la différence entre tu gagnes le Super Bowl ou pas. Là. Fait que ça fait une énorme différence. Exact. Comme énorme pour vrai. Là. Exact. Fait que, ça veut pas dire que des demi-mouvements, c'est pas bon puis ça n'a pas sa place, mais il faut toujours un mouvement qui est en amplitude complet après dans ton workout. Là. Et tu ferais un demi-squat ou tu ferais plus, mettons, de l'inertie ou du pin touch? Mais tu peux faire un demi-squat si ton objectif est vraiment de surcharger à la fin. Tu peux faire des pin touch. Ouais. C'est juste parce qu'exemple, à faire un demi-squat, tu vas quand même entraîner ton stretch reflex. T'sais. Tandis que si tu fais un inertie, non. Ça veut dire que plus proche de la saison, tu veux quand même ton stretch reflex qui soit fresh. Ouais. Fait que, exemple, que tu veux faire des demi-squats, que c'est pas quelque chose que je conseille. J'aime mieux travailler des méthodes qui vont être plus payantes, mais si tu veux le faire, ben sache pourquoi tu le donnes, puis pourquoi il est là. Puis je pense, le meilleur truc que je peux dire soit aux jeunes qui écoutent ou n'importe qui a un coach, c'est de demander des questions, pourquoi tu donnes cet exercice-là. Fait que, même pour les parents, OK, pourquoi tu fais tel exercice plutôt, un peu comme tu dis, toi, les parents, des fois, ils sont comme, pourquoi tu fais pas ça? Ben, c'est bon, une bonne question à poser, puis là, t'expliques toi, pourquoi tu donnes ça, puis c'est quoi. Fait que je pense que, justement, il faut pas juste se fier à ce qu'on voit, mais poser des questions. Tantôt, tu parlais de la conservation de masse musculaire pendant la saison versus off-season. Au hockey, souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont arriver au camp d'entraînement avec un gros pic. Puis pendant la saison, exemple, on prend la NHL, ils ont 82 games pendant la saison. Ils voyagent partout en Amérique du Nord. Ils n'ont pas nécessairement tout le temps de s'entraîner 4 fois semaine, 3 fois semaine, intensément, puis avoir tout le temps des courbatures, parce qu'il faut que ça aille fresh pour le game. Ils ont des pratiques quasiment tous les jours. À quelle fréquence il faut garder un minimum d'entraînement par groupe musculaire ou juste un workout pour essayer de garder de la masse musculaire le plus possible pour essayer de diminuer le decrease un peu de la masse musculaire qu'on a gagné en off-season pour pouvoir recommencer à zéro l'année d'après. Ouais. Fait que, moi, ce que je suggère, c'est 2 fois full body par semaine. Puis aussi, si tu regardes un peu, si on va geek un peu dans les stress d'entraînement, il y a des entraînements qui vont créer plus de courbatures, qui vont affecter négativement les performances, puis d'autres pas. Genre. Puis dans le fond, tout ce qui est plus excentrique, accentué, même un 4 secondes, ça peut quand même créer plus de courbatures, plus d'impact négatif au niveau des performances. Ça veut dire que tout ce qui est plus contraction isométrique puis concentrique, ça va être à prioriser pendant la saison. Des tempos un peu plus rapides. Fait qu'exemple 2-0-1, 3-0-1, 3-0-2, des affaires qui ne vont pas créer trop de dommages musculaires. C'est surtout ça. Volume relativement bas par groupe musculaire, justement pour pas créer de dommages musculaires. Puis c'est ça. Je ferais du full body workout, surtout d'aller pallier à qu'est-ce que
quel patron moteur va être surchargé pendant la saison. Ça veut dire que les quads vont être beaucoup surchargés, fait que travailler plus d'ischio-jambier. Qu'est-ce qui est rotateur interne va être plus surchargé, travailler beaucoup de rotateurs externes, rhomboïdes, haut du dos, parce que le lat, puis les pecs, puis tout ce qui est rotateur interne va être surchargé. Fait que c'est vraiment ça, puis tu sais, aussi, une autre chose qu'on oublie qui va créer du dommage musculaire, c'est le changement d'exercice. Fait que de garder relativement les mêmes variations d'exercice, varier un petit peu les reps. Moi, ce que j'aime, c'est une journée, exemple, du 8 à 10 reps, puis l'autre du 4 à 8, genre. T'sais, fait que de faire comme un petit peu d'hypertrophie fonctionnelle / force un peu, puis plus d'hypertrophie. Puis dans le fond, quand tu commences ta semaine, exemple, tu as eu, ça c'est plus pour le foot, mettons les matchs des fins de semaine, mais tu sais, mettons, tu as eu des matchs, puis là, tu as une couple de jours off, ben là, commence avec celle qui est moins demandante neural, puis après ça, va faire l'entraînement qui est plus neural après. Si tu joues avec ça, sinon tu peux garder. Tu sais, juste de s'entraîner pour la plupart des gars, ça va aider. Fait que déjà là, mais juste de faire ça intelligemment. Je sais pas si tu as vu aussi, lu un peu sur le Blood Flow Restriction. Ouais. Je suis allé à un congrès, c'était en mai ou juin. C'était à Trois-Rivières, c'était un sommet sur le hockey. Il y avait plusieurs coachs qui étaient là, qui présentaient des nouvelles tactiques au hockey, mais aussi il y avait des chercheurs à la maîtrise, au doctorat, qui faisaient de la recherche au niveau du hockey puis en entraînement. Puis il y en avait un qui avait présenté justement le Blood Flow Restriction, qui avait fait, si je ne me trompe pas, c'était avec les Patriotes de Trois-Rivières. C'est sa collègue de données. Puis il avait montré qu'il avait réussi à maintenir pas mal plus la masse musculaire en faisant cette méthode d'entraînement-là avec seulement 30% du 1RM de charge. Fait que ce qui est quand même très peu. Fait qu'aucun dommage musculaire. C'était du 30 reps environ. Versus normalement, en hypertrophie, on utilise quoi? 70% ARM environ dans ces alentours-là. Fait que 30% versus 70%, le dommage musculaire est super minime. Fait que je sais pas si tu conseillerais peut-être d'utiliser cette méthode-là. Versus... Ouais, c'est intéressant, mais l'affaire, c'est que c'est un peu... ça peut être intéressant, sauf que l'affaire, c'est que, exemple, un full squat avec un blood flow, c'est weird. Là, il y a comme ça aussi que... Ouais, que t'es restreint dans ton... Ben oui, dans l'amplitude de mouvement, c'est sûr. Fait qu'il y a certaines affaires que... tu sais, les recherches, c'est super cool, là, mais l'affaire, c'est que des fois... Mettons, ils ont comparé à quel style d'entraînement. Ils ont comparé sur quel exercice. Parce que souvent, les recherches, je sais pas, mais je sais pas celle-là, mais tu sais, des fois, c'est sur un leg extension. Fait que, ouais... Oh non, il n'avait pas tout présenté. C'est le fond de... C'est une présentation, je pense, 10-15 minutes. C'est parce que l'affaire, c'est que je parlais avec un gars de l'Université de Trois-Rivières l'autre jour, puis leur équipement, ça va pas bien pesant. Puis les seules affaires qui vont pesant, c'est justement les leg extension, des affaires en même. Fait que, des fois... c'est une méthode qui serait intéressante à utiliser, mais après ça, il faut que tu utilises ta logique. Là, si ton but, c'est de renforcer certains muscles, puis parce que l'affaire, c'est que oui, ça maintient la masse musculaire. Est-ce que ça maintient aussi la force? C'est ça. Puis le blood flow, au niveau de la maintien de la force, ça n'a pas été tant étudié. Fait que, est-ce que finir ton entraînement avec 2 sets de 30 de leg extension avec leg curl en superset avec des blood flow, ça serait une bonne idée. Sans jurer que par ça. Là. C'est ça. Mais ça pourrait être un avenue à utiliser éventuellement. Ben moi, j'aimerais ça voir une étude blood flow comparé à, mettons, des tempos 303 ou de quoi qui est plus semblable parce qu'il compare avec des méthodes d'entraînement plus traditionnelles. On est-tu capable finalement d'avoir le même effet sans mettre des tourniquets autour des bras? Puis, on va essayer de t'arranger ça, cette étude-là. C'est bon. On va essayer de faire ça. Mais le nombre d'exercices aussi, tu peux faire avec le blood flow. Mettons, ici, tu disais dans la saison, tu veux travailler un peu plus, mettons, ischio parce que le quad est surchargé. Tu te mets quoi une bande quand tu fais du leg curl? C'est weird un peu. C'est comme des brassards. Puis tu as juste 4 places, tu peux t'y mettre. Là. En gros, là, c'est dans les ici, aux épaules, puis au niveau des aines. Il n'y a pas grand d'autres places. Tu peux te mettre ça. Là. C'est ça. Fait que, comme au niveau du pec, le blood flow, ça marche pas tant. Non. Au niveau des lattes non plus. Fait que, c'est les bras et les quads ischio. Mais encore là, qu'est-ce qui est un split squat avec des blood flow, c'est weird. Fait que, ça limite pas mal. Puis, tu sais, aussi, l'affaire, c'est que ça se peut que. Oui, ça crée pas de dommages musculaires, mais ça peut créer du dommage métabolique, par exemple. Fait que du stress oxydatif, tu sais. Fait que quand tu pousses, mettons,
le stress métabolique à l'extrême, comme exemple un 30 reps, mais ça peut créer du dommage au niveau cellulaire puis pas au niveau des fibres. Fait que ça se peut que tu sois encore plus raqué. Fait que c'est tout à prendre en considération, tout le temps regarder ton client, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est habitué de faire. Puis pas comme en saison, genre, OK, là, on commence à utiliser du blood flow, puis là, le gars, après une semaine, il est comme, shit, je suis plus capable de marcher. Ouais. Fait que là, tu l'as scrappé pour 3 games. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, de pas trop changer d'affaires en saison, c'est ça la clé. Là, même les exercices, tu sais, mettons, tu disais tantôt, tu voulais garder quand même. Ouais, mais tu sais, je varierais, mettons, OK, leg curl unilatéral, après ça, leg curl à 2 jambes, après ça, leg curl à 1 et 1/4, après ça. Mais garder une flexion du genou de standing leg curl, je veux dire, tu sais, je sais un peu comment vous travaillez. Ouais. C'est pas de la. Exemple, une journée, une fois, mettons, tu fais du leg press, puis l'autre fois, tu vas faire du front squat, puis l'autre fois, tu fais une autre affaire complètement différente. Puis c'est là que tu crées un. Tu sais, si tu fais un split squat front foot elevated au dumbbell, puis après, tu fais un flat foot avec une poulie, puis tu sais, le patron moteur reste le même. Fait que oui, il va y avoir un petit peu de dommages, mais rien d'extrême. D'extrême, ouais. Tu changerais, on parle de changement d'exercice. Tu changerais-tu ça au mois, aux 14 mois? 14 mois. C'est sûr que 14 mois, c'est winner. Mais, tu sais, mettons, c'est au mois, aux 3 semaines. Tu sais, normalement, moi j'utilise ça, je change ça aux 3 semaines environ, tu sais, avec les formations que je fais. C'est tout dépendamment aussi avec qui j'utiliserais. Mais in-season, off-season, c'est pas pantoute la même chose. Tu sais, in-season, normalement, on utilise un petit peu plus du conjugate ou ce que tu veux onduler pas mal plus. Est-ce que tu changerais quand même ça rapidement? Non, je serais ou plus longtemps. Tu essaierais de garder plus longtemps? Parce que le but, c'est de maintenir. C'est pas de progresser. T'sais. Fait que tu peux toffer 8, 10, 12 semaines. T'sais. Surtout, ça dépend qui t'as. Si t'es un jeune que c'est la 2e saison, tu l'entraînes, il peut toffer toute la hors-saison avec le même programme. Là. Le hors-saison aussi? Le in-saison. Ouais, désolé. Oui, pendant la saison, il peut garder la même affaire. Là. C'est pas obligé. Parce que dans le fond, la variation d'exercice, c'est créer différents patrons moteurs, créer du dommage musculaire, créer de l'adaptation. Mais c'est pas ça qu'on veut pendant la saison. Faut toujours que tu regardes ton objectif, là, tu sais. Quoi. Puis à quelle fréquence tu travaillerais les muscles, mettons, idéal pour avoir une hypertrophie? Fait que si on parle, mettons, off-season, quelle fréquence? Si tu regardes les études, là, ça s'entend tout sur 2 à 3 fois par semaine. Que tu touches au même muscle. Ouais, que tu touches au même groupe musculaire. Les études de Schoenfeld, c'est pas mal ça. Puis, mais encore là, tu as plusieurs paramètres. L'intensité, le volume, la fréquence, la densité. Fait que ça va tout avoir un impact. T'sais, si tu fais beaucoup de volume, c'est sûr qu'il faut que ta fréquence abaisse. Mais ce qui semble le plus intéressant pour la prise de masse musculaire, c'est justement 2 à 3 fois par semaine. Puis même, mettons, les bras, si tu travailles quand tu fais, mettons, du dos, est-ce que c'est compté comme... Ben là, ça, c'est... après ça, c'est le principe d'adaptation spécifique. Là. Qu'est-ce que tu veux? C'est sûr que si tu veux adapter plus tes bras, ben là, tu vas faire un peu plus souvent. Mais d'un point de vue de hockey, j'en ferais juste peut-être une fois semaine. Après ça, quand justement tu fais un chin-up, tes bras travaillent. Là, c'est là que... c'est pour ça que moi, j'aime voir ça, l'entraînement comme un genre de triangle. En haut, tu as les études. Après ça, à gauche, en bas, tu as tout ce qui est plus principe. Donc, comme la gravité, c'est un principe. Il n'y a pas tant d'études qui ont prouvé ça, mais on sait très bien que ça existe. Et le terrain. Fait que c'est beau les études, 2-3 fois, mais après ça, en application avec les principes, les bras, peut-être pas. Des side delt, as-tu vraiment besoin de faire ça? Peut-être un peu, là, mais fait que c'est ça. Fait que c'est surtout les gros muscles que tu veux aller progresser que tu vas faire 2-3 fois semaine. Encore là, la grosseur du muscle va avoir un impact, la personne, XYZ. Avec ce que tu sais maintenant, à 29 ans, est-ce que tu ferais quelque chose de différent quand tu voulais, mettons, percer au foot? Mettons, si oui, qu'est-ce que, mettons, t'aurais changé? Mais c'est une bonne question. Il y a bien des affaires que je ferais différents, mais je pense que dans ce temps-là aussi, c'était gros mental, mon problème. Ouais. Je me souviens que je me faisais casser mentalement dans les games à cause que je n'étais pas assez dominant. T'sais. Fait que c'est ça. Mais c'est sûr que j'aurais mis plus d'efforts à manger. Tu sais, j'avais un coach, je me souviens, dans ce temps-là, puis tu sais, c'était bon ce qu'il me donnait, mais
c'était archaïque un peu, là, mais tu retournes à 10-12 ans, c'était ça. Puis c'était correct, mais tu sais, à cet âge-là, je prenais pas ça au sérieux, autant. Puis c'est ça. Quelle position tu jouais? Wide receiver. Ça, c'est receiver. Celui qui court. C'est ça. Ouais, t'étais à 135 livres. Ouais, après ça, j'ai monté comme. Quand je suis arrivé au cégep, je pense que c'était genre 165. Là. Fait que t'as commencé à t'entraîner pas mal cégep. Fait Sur que, le tard, un peu, mettons. Ouais, 17. 17 ans. Ouais, 16-17 au secondaire un peu, là, parce que justement, je mangeais trop de volets. Pas dans l'école, mais. Fait qu'à recommencer, tu commencerais sûrement un petit peu plus tôt. Ouais, un peu plus tôt. Mais tu sais, dans ce temps-là, je pense que c'était le manque d'information un peu que j'avais pas. Là, ouais. Ben, c'est facile à dire après, en tant qu'entraîneur, qu'on sait pas mal plus comment s'enligner. Ouais, c'est comme, ça. Mais c'est ça que, tu sais, moi, j'aurais aimé ça, avoir comme engager un coach avant, puis avoir déjà des directives avant. Mais c'est pas mal ça que j'ai fait aussi, là, mais tu sais, d'être plus sérieux là-dedans, là, je pense que c'est ça, parce que tu sais, quand t'as pas un talent de fou, puis t'as pas une génétique de fou, ben à un moment donné, il faut peut-être du hard work, là, puis c'est ça que j'avais pas tant. Ouais. C'est l'habitude de vie aussi, je pense, que à cet âge-là, on s'en fout un peu. Tu sais, ton sommeil, tu veux te coucher plus tard, surtout ces temps-ci, avec mettons Fortnite, puis tous ces jeux-là. Là. Même les joueurs de la Ligue nationale, ça joue. Là. Trop. À tous les jours, je suis une couple de gars dans la NHL sur Instagram, puis à tous les jours, il y a tout le temps des stories. Ils font quasiment que ça, on dirait. Fait est-ce qu'ils mettent autant d'efforts ils sont dans la NHL, est-ce qu'ils mettent vraiment le 100% d'efforts dans leur carrière ou ben non? Mais ce qu'ils veulent être là aussi, c'est ça. Tu sais, t'es mis là jeune, tu sais, mettons, tu disais tantôt avec les parents. Est-ce que le kid, il est bon, il s'est tout le temps fait dire hey, t'es bon, tu vas aller loin. Lui, réellement, c'est sûrement que ça lui tente d'être là, mais tu t'en vois plein, là. Mettons Justin Williams cette année qui a dit Bufflin. Moi, je prends une pause cette année. Tu sais, comme il y en a qui n'aiment pas ça ou qui lâchent finalement, non, c'est pas pour moi. Parce qu'ils ont trop été comme poussés. C'est pour ça qu'ils sont rendus là. Je vais jouer à Fortnite, je fais 10 millions par année, puis je joue au hockey, c'est cool. Non, mais ça peut être une gestion de stress comme une autre. Il y en a. Tu sais, c'est parce que souvent, là, ici, dans la NFL, c'est la même affaire. Là. Les gars se ramassent avec des millions, puis les dérapent bien raides. Là, fait que c'est ça aussi, à un moment donné, c'est que ça doit être comme weird de comme ils ont fait des efforts, mais je veux dire, admettons, tu considères des joueurs de hockey avec le salaire qu'ils font, puis tu regardes un gars de business qui va faire autant de salaire, le gars de business, ça va y avoir demandé crissement plus d'efforts, puis tu sais, c'est pas genre 3-4 pratiques par semaine. Puis oui, je sais que ça demande de l'effort de se rendre là, mais le gars de business, ça fait peut-être 10 ans qu'il travaille 80 heures par semaine. Là, c'est pas le même game. Pour aller chercher le même salaire, ça veut dire que, mettons, le gars de business, lui, il va avoir acquis des skills de gestion puis de résolution de problèmes pour se ramasser avec cet argent-là. Fait que souvent, ils ont moins tendance à justement faire le fou puis tomber dans des extrêmes. Je dis pas que ça arrive pas, là, mais tandis que souvent les joueurs de hockey, les joueurs de NFL, mais ils se ramassent avec des millions, ils sont comme OK. À un jeune âge. Là. C'est ça. Fait que ils sont comme OK, puis comme tu dis, peut-être ça leur tente même pas d'être là, c'est juste le talent. Puis... Chabot, quoi, 22 ans? 22, 23, mettons. 64 millions pour les prochaines 8 ans. 8 millions par an pendant 8 ans. C'est à mon âge, c'est cool. Tu fais quoi avec ça? Ouais, c'est ça. Fait que souvent, c'est ça que c'est là que dérape. Galchenyuk. Ouais. T'achètes des skins à Fortnite. Ouais, t'achètes. C'est ça que tu fais. Pour acheter Fortnite. Ouais, c'est ça. Mais même, sinon, ils vont boire. Je pense que dans le hockey, mettons les meilleurs, mettons McDavid, Crosby, je pense que c'est eux qui font le plus attention à toute leur sphère de leur vie, entraînement, nutrition, whatever. C'est tout le temps ça, tu sais, les 1% dans chaque sphère. C'est ça. C'est tout le temps eux qui ont du talent, qui ont de l'éthique de travail, qui travaillent fort. T'sais. Ce qui fait que c'est les meilleurs. C'est ça. Ouais. Fait que t'as des gars qui, oui, vont jouer dans la NFL, dans la NHL, ils vont avoir du succès, ils vont faire de l'argent, mais ça sera jamais les Crosby, les 1%. Là, Fait que... Ça, t'as le talent brut, puis ça, t'as l'effort que tu mets là-dedans. C'est ça. Si tu mets pas d'effort... t'as les deux que tu mets en même temps. Ça donne 1%. Des bons joueurs. C'est ça. Mais le mindset est quasiment pas plus important que, mettons, les autres sphères. Mais c'est ultra important si tu veux percer dans n'importe quoi. Mais surtout le hockey, il faut que tu sois fort mentalement, c'est solide. Des habitudes de vie, tu sais, même toi, t'es quand même super solide. Tu lis beaucoup, la routine. Je pense qu'il y aurait à gagner
à faire ça, eux autres aussi. Tu sais, là, ils doivent en avoir qui le font, mais je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas de routine, puis il n'y a pas de « OK, je suis plus stressé aujourd'hui pour ma game, je vais méditer, voilà. » Il n'y a pas de ça. Non, mais je pense qu'ils gagneraient vraiment à faire ça. Mais souvent, s'il y en a, ils ne montent pas. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, souvent, dans le monde de l'entraînement, dans tout, c'est le même. Tu vas tout le temps en avoir que ils font rien, ils mangent tout croche, ils s'entraînent pas, puis ils sont sur le six-pack, puis ils ont une shape de fou, tu sais. Mais c'est souvent eux autres qu'ils vont pas faire les petits détails qui vont faire une différence au bout de la ligne, puis ils sont comme, hey, je fais rien, puis ça marche. Tu sais, fait que, tu sais, souvent les gars, c'est comme, je gagne 8 millions par année à faire ce que je fais là, pourquoi je changerais, tu sais. Ouais, exact. Mais ceux qui veulent gagner plus, puis justement que c'est pas juste à jouer, qui veulent avoir une legacy dans le sport, ben, eux autres vont se dire, ouais, moi, je vais faire les détails pour. Tu sais, comme si tu regardes Michael Jordan, il y a un livre de Relentless de son entraîneur. Puis, en tout cas. Mais bref, tu sais, il disait qu'il y avait des grosses affaires de mindset là, toutes les semaines. Là, c'était genre de la préparation mentale. Puis, tu sais, c'est vraiment de quoi de solide. Là, tu sais, puis, tu sais, Michael Jordan, il est connu pour ces affaires-là. Tu sais, un gars comme Tom Brady, tu sais, il y a des routines de mindset, il y a des affaires comme. Mais ça fait que c'est 1%. C'est ça. Faut que tu sois ouvert à ça aussi, je pense, de gober cette info-là. Parce que si t'es juste comme, c'est de la foutaise, mettons, ce qu'il dit là. Parce que je me rappelle, Tony Robbins, il avait travaillé avec les Caps, je pense, en finale de la Coupe. Je suis pas mal sûr que c'est pas tous les joueurs qui étaient comme, nice. Je suis sûr qu'il y en avait qui étaient comme, qu'est-ce qu'il dit là, lui, en avant. Ouais, c'est clair. Faut que tu sois comme apte à gober cette info-là, apte à dire, OK, ouais, je vais essayer de méditer, mettons, whatever. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui. Tu sais, il y a du monde qui vont prendre des décisions beaucoup par l'interne, puis d'autres beaucoup par l'externe, puis d'autres qui vont être influencés vers aller vers quelque chose, éviter de faire quelque chose. Fait que, tu sais, comme il y a du monde que faut que ça soit, tu sais, my way or. Tu sais, c'est ma façon ou rien, tu sais. Puis eux autres, ben, ils vont peut-être mieux performer s'ils écoutent pas les autres, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment de se connaître puis de savoir qu'est-ce qui marche pour toi, tu sais. Puis justement, la méditation, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a du monde que ça va peut-être juste les mettre en crise, tu sais, plus que d'autres choses, tu sais, fait que. Mais certaines préparations mentales ou certains, tu sais, dans le baseball, c'est bien populaire, tu sais, mettre tout le temps les mêmes bas ou des genres d'ancrage, mais veux pas, c'est des trucs dans le mindset. La petite préparation, tu vois les joueurs là, assis sur le banc, 3 heures avant la game, les écouteurs. Visualisation, c'est vrai, c'est des trucs que tu fais. Moi, je me rappelle des fois, là, quand c'est des grosses games, peu importe, là, j'essaie de le faire en cachette pour pas que mes coéquipiers me voient, là. Puis, je faisais les prières, là. Puis, je me disais, bon, mais à soir, tu fais ça. Puis, c'était pas rare que ça arrivait. C'était pas rare que ça arrivait tout le temps. C'est sûr. En finale, c'est souvent là, mettons, que. On disait l'autre fois que, mettons, sa pression, nous, ça marchait. Moi, je fonctionnais sa pression. Moi aussi, tu m'amènes sa saison régulière, là, la 10e game, il fallait que mon coach me gueule après. Peut-être pas moi, mais. Dépile le trailer, tabarnak, puis patine, parce que sinon, j'avais les deux bottines dans la graisse, puis ça avançait pas. Il fallait qu'il me chiale après, tandis que dans des tournois, tout fonctionnait à merveille. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas besoin de me pousser. Puis... Tu faisais-tu tes mêmes trucs, mettons, avant game? Dans la 10e game de la saison ou juste. Je pense que je le faisais juste dans les moments importants. Fait que, tu sais, il y a quand même une corrélation pas mal à ce niveau-là, c'est sûr. Ouais. Mais ça amène quelque chose de plus quand tu sais que c'est ultra important. Tu vas du temps. Mais comme il y en a qui sont juste incapables. Là. Mais pourquoi ils seraient incapables? Mettons, toi, pourquoi, mettons, le monde croulerait sa pression? Ouais. Qu'est-ce qui fait que. Ben, je pense. Peut-être au niveau des neurotransmetteurs, qu'est-ce qui se passe au niveau chimique du cerveau avec un certain stress. Il y a du monde qui vont moins bien gérer le stress. Il y a du monde qui vont travailler 40 heures semaine, sont brûlés, d'autres qui travaillent 80, sont top shape, d'autres qui sont capables de dormir 4 heures, d'autres qui dorment 8 heures. Je pense que c'est un peu la chimie du cerveau, mais je pense que ça a un gros lien entre ta confiance, des croyances que tu as sur toi. Souvent le monde va dire moi je suis stressé, je suis anxieux, mais t'es pas anxieux et t'es pas stressé. T'as des comportements anxieux et stressés. Fait que c'est un peu ça, c'est faire de la visualisation des trucs de même. C'est que quand t'arrives à des points de même, pis t'es capable de te mettre in the zone, dans un flow state qu'on appelle, ben c'est ça qui fait la différence. C'est juste qu'il y a du monde que ça peut-être ça leur prend un petit peu plus d'outils pour créer ce flow state-là. Parce que on parle de performer sa pression. Là. Moi, c'est le même je fonctionne, mais pas dans toutes les sphères de ma vie. Là. Je vais jouer au hockey, là, je sais quand c'est la pression, là, j'ai plein contrôle de mes moyens, je sais à quel point que, je peux jouer, puis là, je vais chercher la barre haute. Mais tu m'amènes devant une classe, faire une présentation orale, là,
Mais c'est Puis, ça. C'est parce que ça a tu ses sais- pressions, puis oublie ça. Là. Ouais, mais C'est t'as fait, deux combien, milkshakes. tu sais, t'as fait combien de présentations orales comparé à Game de hockey? C'est ça. Aussi. Ouais, Tu sais, non, tu mais t'adaptes c'est sûr, à mais- tout. Là, tu sais. Ouais, Mais c'est c'est vrai. parce que tu sais que tu maîtrises. Le Ouais, hockey, ben, tu sais que mais- tu l'as, t'as confiance, comme il disait. Ouais, c'est ça. J'ai la confiance en moi pour le hockey, mais peut-être pas autant dans une exemple présentation orale. C'est Je me ça. rappelle au secondaire, là, c'était zéro pinball. Là, la face rouge comme une tomate, puis les deux mains qui shakaient. Là. Ouais. Mais tu Moi mets aussi, j'étais quelqu'un même, puis je vomissais avant mes présentations orales, puis tu sais, je présente à cette heure, tu fais partout. c'est ça. Fait Des que, fois, tu sais, c'est juste tu t'adaptes, là, tu sais. Ouais, t'en fais de plus en plus. comme Puis tu tu sais, prends confiance. tu prends confiance, exactement. Tu sais, je coach du monde, des coachs pour leur business, puis tu sais, ils me disent « Ah, mais moi, devant une caméra, si je suis pas capable, mais okay, j'ai fait à peu près 1500 vidéos, là, tu sais, à un moment donné, tu pognes la twist, là, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, tu peux pas être bon au hockey quand tu commences, tu n'entends pas que ça glace. Non, c'est ça. T'as vu mes talents de hockey? C'est incroyable. Mais tu sais, c'est de la pratique, c'est comme n'importe quoi. Tu sais. Fait que je pense que Ouais. justement, si t'es capable de tomber dans un flow state plus rapide dans une certaine situation, c'est parce que tu l'as pratiqué, là, ce changement de mindset-là. Puis, tu parlais de Tony Robbins, puis tu sais, lui, il dit t'es capable de changer d'état de conscience en 10 secondes. Là. C'est juste une question de mindset. C'est juste de la façon que tu penses. Là, tu sais. Ouais. Puis pourquoi que des fois, tu es en crise, puis là, il arrive de quoi, tu pars arrive, puis tu penses à d'autres choses. Mais il y a eu quelque chose qui t'a fait switcher. Ça, tu es capable de le créer toi-même. Fait que c'est souvent ça, les ancrages que les gars de sport ils font, ou les femmes, là, les personnes de sport font, c'est que ça crée un switch. C'est comme, j'ai gagné que cette paire de bas-là, je la mets, c'est sûr que je vais gagner. Tu sais. Ouais. Il pourrait le faire tu sais, sans Sans ça, tu sais, mais c'est ça. Là. C'est souvent, tu vois ça aussi. Exemple, tu manques un shot ou tu manques une passe ou peu importe au hockey, puis là, le gars, il frappe sa bande ou il frappe sa glace avec son stick parce que là, il est pas content. Puis là, à partir de là, des fois, il y en a qui font le switch, qu'ils oublient complètement qu'est-ce qui vient de se passer, puis là, il embarque, puis là, ça va bien. Ou il y en a qui restent tickés sur ce minding-là. Ouais. Parce que moi, ça m'arrivait beaucoup. Je me rappelle, Bantam de A, je faisais un mauvais chiffre, peu importe, quelque chose allait pas bien, plus rien fonctionnait. Puis à un moment donné, mon coéquipier à côté de moi, Mathieu Boucher, il dit Phil, man, arrête, oublie-le, ce chiffre-là, tu peux plus rien y faire, passe au prochain. Puis à chaque fois, je jouais sur sa ligne, puis à chaque fois qu'il me disait ça, là, ça passait super bien, puis là, ça rechangeait. Fait que tu sais, il y en a qui aussi, niveau minding mental, c'est plus dur à oublier, puis c'est la capacité d'être résilient à ce qui se passe. Tu sais, Ouais. il y a un Après, concept. Les sports individuels, je pense que mettons, tennis ou whatever, ils ont un meilleur comme mindset que sport d'équipe. Parce que, tu sais, mettons, les goalers, je pense qu'ils ont un meilleur mindset que les joueurs. les goalers, Parce que faut ils que peuvent tu être fuckés comptes. des fois. C'est toi, là. C'est pas eux en Ouais. avant, là. Tandis que, tu sais, que tes coéquipiers, ah ouais, tu sais, si je suis, mettons, je vois ma passe. Il y a l'autre en arrière. Là. Tandis que sport, mettons, tennis, man, c'était toi l'équipe, là. Je pense que individuellement, les sports individuels, t'as un meilleur mindset. Ben, Les goalers aussi. souvent au golf, moi, ben, ça m'arrive. Là, encore une fois, c'est un sport individuel. Tu manques une shot, là. Puis ça, ton 18 trous, il est fini bien raide. Il là. n'y a personne pour te backer. Ah ouais. Fait que c'est Ouais. ça. Ouais. Il y a un concept qui s'appelle l'antifragilité, tu sais, fait qui explique que t'as du monde qui sont fragiles, fait que c'est du monde justement là, quand ils arrivent de quoi de même, ils vont briser. Là, tu sais, comme là, il n'y a plus rien qui marche, ils vont briser. Puis là, le reste de ce qu'ils ont à faire, complètement. Fait que c'est du monde sous le stress qui casse. Okay, c'est du monde fragile. Après ça, t'as le monde robuste. C'est le monde qui va arriver ça, ils vont être en tabarnak. Je peux-tu ça avec Ah oui, ouais, absolument. ouais, Ça s'en va pas à à fond. TV, cette histoire. Puis c'est ça, puis genre ils vont bûcher partout, mais ils vont continuer à jouer, puis mais ils vont juste avoir une attitude de merde, tu sais. Puis t'as du monde qui sont antifragiles, fait qu'eux autres ils vont servir du stress pour créer de quoi de positif avec ça. Puis ça, c'est du monde qui est comme ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans mon shot, qu'est-ce que je peux améliorer, ok, prochain coup je le fais, c'est de même que je vais le faire, tu sais. Puis ça, c'est une capacité que tout humain a d'être antifragile, tu sais. Mais il y a beaucoup de monde que c'est juste un dialogue interne de switcher ça, là, tu sais, puis de pratiquer à ça, tu sais. C'est comme, tu parlais de méditation, des affaires en même tantôt, tu sais, du monde, c'est comme, hey, je suis pas capable de rester 2 minutes sans à juste respirer, mais commence avec 1 minute, puis après ça fait 1 minute et demie, puis à un moment donné, tu vas être capable de faire plus, puis tu vas t'adapter comme l'entraînement, tu sais. Je suis pas capable de faire 5 livres, je vais faire 7.5 après, puis 10, puis... Tu sais, c'est ça, là, tu sais, l'humain, c'est une créature d'évolution incroyable, là. Tu sais, on a évolué depuis l'homme des cavernes, depuis les singes, fait que... On devrait être capable de changer, d'être en maudit à être correct. Là, Ouais. C'est que le monde veut tout rapidement, mettons. Tu sais, méditer, je suis pas capable. Mettons 5 minutes. Fallait 30 secondes. Puis le monde, ils veulent, non, mais je veux faire 5 minutes là. Je veux On va faire. prendre des suppléments à la place pour, Ouais, pour exactement. me relaxer. Ouais, Le classique. absolument. Puis qui mange 2 Big Mac par semaine. Ouais. Fait que- Ouais, Supplément dis-moi au bout de la quel ligne, il marche supplément pas. je peux prendre.
Ah, rien, là, arrête de manger ton McDo. Non, mais je veux un supplément qui va m'aider à perdre du C'est gras. bon les fat burners? Ouais, c'est ça, cette question-là. C'est-tu bon? C'est ça. Ouais, C'est une je te pose la question. Je pense que C'est-tu bon? C'est un couteau à double tranchant. Tu sais, ça peut être juste un peu trop de stress pour ton corps si t'es pas de le tolérer. Là. Ouais. Tu sais, c'est le mal d'aujourd'hui, là, le stress. Là. Tout le monde est stressé, tout le monde est trop paquet de nerfs, tout le monde est anxieux, tout le monde... Mais tu sais, il y a une mauvaise gestion de stress, puis là, après ça, tu peux mettre la faute sur 56 000 choses, mais... Fait que, tu sais, le stress, les fat burners, ben, ça augmente encore plus les hormones de stress. Ouais. Fait que t'es capable de le tolérer. Il y a du monde que oui, il y a du monde que non. Il faut savoir que c'est un quick fix. C'est quelque chose qui va donner des résultats rapidement, mais que ce ne sera pas durable. Fait que tu vas perdre 20 livres, tu vas peut-être en gagner 30. C'est souvent ça qui arrive. Par contre, si tu veux monter sur un stage de bodybuilding, avoir les fesses triées, je garantis qu'il va falloir que tu prennes certains fat burners. Ouais. Mais fait que c'est là genre d'avoir un objectif qui est externe, de quoi de performance, puis de quoi qui est d'interne de bien te sentir, puis d'avoir une shape, tout ça. Tu sais, c'est comme ceux qui font des ultramarathons. Là. Je te garantis qu'après, ils ont mal partout. Là. Ouais. Mais c'est l'externe qui est important. Ou Ça, juste on s'en des fout, marathons. là, on réglera. Ouais. Mais là, il faut que je Là. performe. Là, OK, Ouais. ça va m'affaire. Là, il faut que je performe. Tu te casses de quoi? Si t'es capable de continuer, continue. T'sais. Après Ouais. ça, on va s'occuper de tes affaires. Ouais. Fait que fat burner, si ça va t'amener à un externe que tu as besoin d'accomplir, OK. Mais après ça, c'est de la merde. Même pré-workout, je me rappelle dans le temps, quand, je sais pas si tes équipes faisaient ça, mais moi je prenais pas ça, mais des coéquipiers qui prenaient des pré-workouts avant de jouer à la game. Ben oui. C'est bon, t'amènes plein de sang dans tes muscles, puis t'es encore Ouais. plus pompé, fait que t'as moins de... Mais à quel point, moi, je serais pas capable. Tu sais, un bon pré-workout, mettons, avant une game de hockey, tu suggérerais quoi? Que ça soit même, mettons, nutrition, supplémentation. La nutrition, c'est de voir qu'est-ce que tu gères bien. T'sais. Si tu gères bien les glucides, si quand tu manges, mettons, c'est souvent un plat de pâtes là, qu'on entend, là, ça, Tout le mettons, temps, ça. tu manges un plat de pâtes, puis évalue dans l'heure d'après comment tu te sens. Je te garantis que t'es pas plein d'énergie. Là. non. Tu te sens un T'es peu bourré, fatigué, puis t'as le goût de faire une sieste. Fait que, mais ça se peut que manger un petit peu de riz avec une bonne viande de qualité et des légumes, ça se peut que tu aies une bonne énergie, que ton focus soit là, que tout va être bien. Ça se peut que toi, ça te prend un petit peu plus de gras puis moins de glucides. Fait que ça se peut que de la viande avec un demi-avocat avec des légumes pour, au niveau de ta capacité cérébrale, ça soit mieux. T'sais. Fait qu'il faut vraiment essayer de voir qu'est-ce qui marche pour toi, peut-être un petit peu de gras, un petit peu de glucides, puis d'essayer de voir, c'est pendant les pratiques. Là, tu regardes comment tu te sens, comment tu files, tu te sens-tu gonflé, tu te sens-tu que tu as une bonne acuité mentale. Fait que c'est vraiment ça. Puis après ça, si tu as besoin de stimulants, un petit peu de caféine, 50 à 75 mg de caféine, tu as un effet vraiment intéressant. Là, Je me rappelle, on arrêtait avant mes games, vu que je viens de l'Abitibi, on jouait une fin de semaine sur deux à Montréal. Puis à chaque fois qu'on allait à Montréal, 2 heures avant les games, c'était let's go, on s'en va dans un pasta-bar, puis c'est les assiettes grosses de même, là, les pains à côté. Puis La classique. Si tu veux manger des pâtes, OK, mange-les la veille. Parce que ta rétention de glycogène, elle se fait jusqu'à 48 heures. Ça veut dire que quand tu manges des glucides, le temps que ça se rentre dans tes muscles puis tu peux les utiliser comme énergie, ça peut prendre de 24 à 48 heures. Fait que c'est pas avant une game que tu manges ça. Là. Avant une game, tu veux maintenir tes réserves de glycogène, puis tu veux avoir une acuité mentale plus élevée, puis de l'énergie rapide. Ouais. Mais c'est pas là que tu vas manger de 100 grammes de glucides, faut que tu manges la veille. ouais. Fait que ça, puis après ça, si tu regardes un peu au niveau de la nutrition, au niveau des neurotransmetteurs, c'est sûr que, mettons, des noix, ça contient un peu plus d'acétylcholine qui va aider à la concentration. De la viande, un petit peu plus de dopamine, viande rouge qui va aider à la motivation. Puis après ça, tu peux aller avec des suppléments, justement, un peu plus à jouer avec ça. Fait acétylcarnitine, tyrosine, alpha-GPC, dépendant de toi, qu'est-ce qui te manque plus. Ouais. Si tu as plus de misère à te motiver et à starter, ben, peut-être aller avec de quoi qui va booster la dopamine comme la tyrosine. Après ça, si tu as de la misère à être plus concentré pendant ta game, que tu es comme trop high puis tu as de la misère à être concentré, ben prends peut-être de l'alpha-GPC pour augmenter ton acétylcholine. Puis encore là, de regarder avec les dosages, qu'est-ce qui va mieux pour toi. Ouais. Fait que tester en pratique, dans le fond, avant de te lancer dans un match. Puis, après ça, il y a aussi l'aspect mental de tout ça. Tu vas peut-être faire un petit blend que tu vas être comme « Oh shit, j'ai vraiment bien filé là-dessus ». Puis là, tu vas refaire tout le temps ça. Puis là, mentalement, t'es comme, quand je prends ça, j'ai une bonne performance. Fait que là, l'effet placebo va embarquer. Puis c'est pas grave, là, tant mieux. Ouais, là, c'est bon. Là. Sauf que tu pourras avoir des fois une pilule de sucre, ça va faire pareil. Ça va faire la même chose. Ouais. Mettons que tu as 2-3 petits trucs là, à donner, que ce soit les jeunes qui nous écoutent, que ce soit des préparateurs physiques, peu importe. 2-3 petits trucs pour revenir sur ce qu'on a discuté.
Je pense d'avoir l'esprit ouvert à différentes façons de s'entraîner. Puis pas avoir d'attache émotionnelle à un système, puis de la façon que tu travailles. Puis de pouvoir expliquer chaque chose que tu donnes. Puis c'est ça, toujours vouloir apprendre, que ce soit si t'es un coach, si t'es un parent. Je pense que c'est important, si t'es un parent, puis que tu veux que tes enfants soient performants, de te renseigner sur les personnes que tu engages, de pas y aller juste parce qu'elle passe à la TV ou parce que c'est le coach d'un tel, puis voir c'est quoi ses qualifications, de la façon qu'elle va parler de ses affaires, puis je pense que c'est ça. Exact. Ouais. On fait ça. Crème, ça conclut Le ce premier podcast. épisode. Exactement. Un gros merci. Où est-ce qu'on peut te suivre? Quantum Training partout. Instagram, Facebook, YouTube. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Podcast Quantum. C'est ça. Toutes les infos sont là-dessus. Puis j'ai mon livre, je peux-tu plugger mon livre? Oui, J'ai sorti un livre qui s'appelle L'ultime guide. Ouais, je vais recommencer. J'ai sorti un livre qui s'appelle L'ultime guide de prise de masse, qui va être disponible sur Amazon dans les prochaines semaines. Je travaille là-dessus. Donc c'est ça. Mais ouais. Parfait. On va suivre partout avec Un grand merci. Gros merci. Merci à vous autres. Ça fait plaisir.